Bonjour, je m'appelle Alain Perron. Cette vidéo est destinée aux jeunes qui veulent partir faire un stage à l'étranger dans une exploitation agricole. Ceci est mon expérience, mon témoignage et mon parcours en tant que stagiaire immigrant et maître de stage. Je vais me présenter. Je suis originaire du Limousin. J'ai fait mes études agricoles à Limoges, un BEPA conduite entretien de machines agricoles, avec un but un jour de m'installer sur l'exploitation familiale. C'était en 1979. J'ai donc travaillé pendant plusieurs années en tant qu'aide familiale sur l'exploitation de mon père, détenu par mon grand-père, avec mes oncles et mes tantes en tant que propriétaire, et je suis d'une famille de 5 enfants. En gros, c'était assez compliqué. Néanmoins, j'avais un but, c'était de m'installer à mon compte sur un verger, sur l'exploitation familiale. Pour cela, j'avais fait d'autres formations, une formation adulte de mécanique et une formation d'arboriculture aussi, pour adultes. Et j'étais passé par un service de stage. J'avais fait 5 mois dans un verger au Québec. Je pensais que j'étais prêt pour l'installation. J'ai fait mon étude d'installation, tout était bien. Le Crédit Agricole a approuvé, la Chambre d'agriculture, tout était parfait. Le problème est arrivé, c'est au moment d'acheter les fournitures, ça ne correspondait plus du tout au projet initial. Donc, je devais emprunter pour 15 ans ou 17 ans, je ne sais plus. Passer par une coopérative, ça paraissait pas du tout concevable. Donc, j'ai arrêté tout ça. Suite à ça, j'ai fait une autre formation de comptabilité et essayé 2 autres projets d'installation sur l'exploitation familiale. C'est au bout de 10 années d'aide familiale, mon but était de rester en Limousin, que je me suis aperçu que j'étais dans une impasse, et j'ai donc décidé de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Je suis donc passé par un organisme de stage à Paris, et ils m'ont fait deux choix: partir en Israël dans les oranges ou partir aux États-Unis dans les pommes. Ne connaissant ni l'anglais ni les oranges, j'ai donc décidé les États-Unis. Il a fallu, le premier challenge qui m'est arrivé, il a fallu que je téléphone moi-même aux États-Unis à cet employeur pour savoir s'il voulait me prendre. L'organisme qui s'occupait de ça m'a dit: j'ai pas le temps de le faire, je vais le faire, tu dois le faire, ça ira plus vite si tu veux. Donc je me suis dit: je vais le faire. Je ne parlais pas du tout anglais, ou je pensais que je parlais anglais en apprenant l'anglais en 40 leçons. J'ai dû donc téléphoner aux États-Unis pour savoir si c'était possible qu'ils me prennent. Évidemment, c'était un désastre, mon anglais était nul, et j'ai eu une chance énorme. Cette personne, ce manager, parlait français. C'était un Américain qui parlait français. Je n'en ai pas rencontré d'autres qui parlaient français, mais ce jour-là, c'était lui. Et il m'a dit OK. Donc, c'était en septembre, et je devais partir. Oh, je ne sais plus. C'était au printemps et je devais partir en septembre. Enfin bref, c'était 5-6 mois à l'avance. Donc, tous les papiers étaient prêts. J'étais prêt pour partir aux États-Unis. Le projet, j'étais tout seul à partir. C'était aller à New York, changer d'aéroport à New York, aller dans l'Ohio, rencontrer l'université de l'Ohio, l'organisme qui s'occupait des stagiaires aux États-Unis, passer une journée chez eux, reprendre l'avion et aller en Caroline du Sud. C'était à peu près 2 jours de voyage aux États-Unis, tout seul. Et je me suis dit, mon anglais est nul, il va falloir améliorer ça. Donc j'ai essayé d'apprendre l'anglais tant que j'ai pu. Et une fois arrivé aux États-Unis, il y a eu un coup, arrivé à New York, mais finalement j'ai réussi à me débrouiller très très difficilement. Et je suis arrivé en Caroline du Sud.
chez une famille anglophone qui parlait français. Et je suis retombé avec un autre stagiaire, un autre français. Donc on a partagé le mobil-home dans, dans cette exploitation. Après 6 mois de vie avec cet autre stagiaire en français, changement de manager, celui avec qui on s'entendait bien s'est fait virer, un manager d'Afrique du Sud est arrivé, ils ont changé complètement la philosophie envers les ouvriers, les Mexicains et envers les francophones, les stagiaires. Donc là, il a fallu prendre une décision, soit c'est rester, accepter, soit c'est partir. J'avais un permis de travail pour 1 an. Donc les options qui se sont posées à moi, c'était l'organisme à laquelle je suis arrivé aux États-Unis m'a communiqué 2 adresses, une en Michigan et une dans le Vermont, en Nouvelle-Angleterre. Et de mon côté, j'avais réussi à trouver une adresse dans le Washington State, c'est-à-dire complètement nord-ouest des États-Unis. Et après m'être renseigné, si on veut vraiment apprendre la pomme, car j'étais dans les vergers et mon but c'était d'apprendre la pomme aux États-Unis, c'était de partir à l'ouest. Donc le premier autre challenge qui m'est arrivé, ne parlant toujours pas anglais, il a fallu que je téléphone sur cette exploitation sur la côte ouest s'ils voulaient me prendre. Ayant appris ma leçon de mon premier coup de téléphone, j'avais commencé à apprendre l'anglais tout seul et aussi en prenant des cours. Donc j'avais réussi à rédiger avec ma professeure d'anglais 20 questions. 20 questions que je lisais en anglais et que l'employeur au bout du téléphone répondait par oui ou par non. Parce que c'est tout ce que je savais capable de comprendre. Yes or no. Et sur cette liste de 20 questions, je me présentais et petit à petit, j'arrivais à dire que j'aurais envie de travailler chez vous et que je peux avoir un permis de travail pour aller travailler chez vous. Est-ce que vous me prenez? Et au bout des 20 questions, là, c'était yes. Donc à partir de là, j'étais parti pour un autre stage sur la côte ouest. Une fois arrivé sur la côte ouest, après, en voiture, j'abrège. Une fois arrivé sur la côte ouest, je suis arrivé dans un verger. Il y avait peut-être, je sais pas moi, c'était l'hiver. Il devait y avoir une quarantaine de Mexicains, mais au pic de la saison, il y en avait peut-être 150, 200 Mexicains. J'étais le seul Européen et l'un des seuls Blancs. Et j'avais la chance d'avoir quand même ma propre chambre. Pas les toilettes, mais au moins j'avais ma propre chambre. Ça me gardait un peu quand même d'intimité par rapport à ce milieu-là. Et donc j'ai travaillé là. Et c'est ici que j'ai appris l'anglais. Les mecs, j'avais pas le choix. J'étais tout seul. Internet n'existait pas. Communiquer avec l'Europe, c'était écrire une lettre, c'est 10 jours minimum pour y aller, le temps qu'ils répondent, un autre 1 semaine, donc le cas revient 10 jours, donc c'était au moins le courrier avec la France 1 fois par mois. Donc il n'y avait pas d'autre choix, il fallait que j'apprenne l'anglais. Et les Mexicains m'ont dit, on peut apprendre l'anglais ou l'espagnol. J'ai décidé d'apprendre l'anglais. La saison s'est bien passée, avec beaucoup de challenges chaque jour. Il y a eu des coups de solitude. Une fois même, j'ai téléphoné à l'organisme à l'Ohio pour dire j'arrête. Ils m'ont dit ok, mets-le-moi par écrit. Et le lendemain, je leur ai retéléphoné en disant je continue. L'organisme, heureusement, était là. Un coup de téléphone, ça évite des fois ça aide des fois. Le stage s'est bien passé. Je commençais à rencontrer d'autres gens, je commençais à apprendre l'anglais et à m'épanouir et à vraiment à sentir ce que c'était que les États-Unis dans ces vergers, malgré le monde de Mexicains, tout ça, je me sentais bien où j'étais et j'ai décidé de prolonger de 6 mois le visa.
Grâce à Ohio University, je pouvais le faire, mais j'ai changé d'endroit. Car là où j'étais, c'était à 60 miles du premier supermarché. C'était en plein désert. Donc, j'ai passé l'hiver tranquillement dans un autre verger plus près d'une ville. Suite à cela, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai rencontré des Français employeurs qui se baladent, qui venaient voir ce qui se passait aux États-Unis. J'ai eu des contacts. Il y a des Américains qui m'ont demandé comment je réussis à avoir un permis de travail légalement ici, parce qu'ils voulaient faire venir des Européens. C'était à une époque où les Américains étaient très demandeurs de techniques de production de vergers en Europe, et les Européens étaient très demandeurs des nouvelles variétés qu'ils voulaient faire venir en Europe. Donc, dans les deux cas, si on arrive à se créer un réseau, ça permettait d'avoir des contacts et de décider un peu de son futur. Donc, j'ai fini mes 1 an et demi là-bas aux États-Unis, dans le Washington, et je suis revenu avec des adresses et je voulais aller en Hollande. Et conseillé par des Américains qui m'ont dit de téléphoner à certaines personnes, des pépiniéristes en Hollande, pour avoir du travail. J'y suis allé. En partant aux États-Unis, j'ai payé mes impôts. Très important, si vous travaillez aux États-Unis, payez vos impôts avant de partir, car ils peuvent vous le demander à la sortie. Arrivé en Hollande, j'étais tout seul, pas d'organisme. C'était plus difficile car j'ai dû me débrouiller tout seul pour... Non seulement le travail, je l'avais, mais c'était le logement. Et tout ce que je gagnais, ma paye, je dépensais dans l'hôtel. Ensuite, j'ai loué une chambre chez un gars avec qui je travaillais. C'était bien, mais j'ai vu ce que je voulais voir. Mais au bout de 2 mois, j'ai vite fait le tour. Donc, ce n'était plus la peine. J'ai dit, j'ai assez vu. À ce moment-là, toujours dans le milieu de la pomme, l'endroit qu'il fallait aller à cette époque-là, c'était dans les années 90, c'était la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, très intéressant au niveau de la pomme dans les variétés à ce moment-là. Et je ne voulais pas y aller tout seul, ayant eu une expérience seule, et, comme la Hollande, une expérience avec des stages au Québec et aux États-Unis. J'ai donc passé par un autre organisme qui m'ont donné exactement ce que je voulais dans un verger à l'endroit où je voulais. C'était à Hawke's Bay, à Napier, et dans l'île du Nord. Donc là, j'ai fait mon stage, et surprise avec cet organisme, c'était un peu du luxe car il y avait aussi d'autres stagiaires et il y avait toute une vie sociale avec d'autres stagiaires. C'était très sympa. J'en ai gardé un bon souvenir. Le travail, il était ce qu'il était. J'avais tous mes week-ends pour faire d'autres activités en dehors et j'en ai gardé un très bon souvenir, surtout après avoir été aux États-Unis. Mais j'ai fait une erreur en Nouvelle-Zélande. Quand on est en Nouvelle-Zélande, il ne faut pas dire qu'on va faire ses vacances en Australie. Ils n'ont pas du tout aimé. Mais je voulais le faire. Je voulais aller en Australie parce que j'étais si près, un peu le mythe. Ayant voyagé avant, je connaissais les adresses chez qui je voulais aller, de pépiniéristes des pommes et des producteurs. Donc je m'en suis fait un but. L'avantage de passer par un organisme aussi de stage, ils avaient aussi un partenaire en Australie. Ils m'ont donné la liste des maîtres de stage, c'est-à-dire des gens qui reçoivent des stagiaires qu'on peut aller visiter, en me disant bien de ne pas la donner à d'autres, à des gens qui ne font pas partie de ce programme. Donc j'y suis allé et je me suis baladé de Sydney à Melbourne en Australie pendant 15 jours, visiter des vergers, visiter des fermes, du mouton, des céréales, des choses comme ça. C'était sympa, c'était plus un rêve que je me faisais, je me suis fait un plaisir, quoi. Et donc j'ai fait ça. Et alors, suite à ça, mon retour, je suis revenu en France. Je suis revenu en France parce que je pensais avoir assez voyagé. C'était fini de revenir chez mes parents. Et j'avais une offre ferme d'un travail.
dans les pépinières vergers à Bergerac. Donc j'y suis revenu et je pensais que j'avais fait mon voyage, j'étais bien, je suis revenu et pendant 3 ans j'ai travaillé à Bergerac, ça se passait bien, le boulot me plaisait, c'était bon. La seule chose qui me manquait, c'était les voyages. L'avantage en France, il y a beaucoup de vacances payées, donc j'allais chaque fois que j'avais des vacances, je repartais. Et je me suis aperçu que quelque chose, c'était bien, mais c'était, euh, je me sentais à l'étroit. Donc j'ai décidé de repartir et cette fois-ci, c'était sans permis, sans stage, c'était seul. Donc le but, c'était la côte ouest des États-Unis ou du Canada, car c'était là-bas que le boom dans la pomme, le futur, que là où je voyais le futur. Euh, donc j'y suis allé là-bas, j'ai passé une annonce dans une revue américaine, j'ai eu des réponses. Pendant mes congés, j'ai pris une semaine pour aller visiter les différents vergers aux États-Unis, en Colombie-Britannique. Et j'avais un emploi, l'employeur me subventionnait, me sponsorisait pour un permis de travail. J'ai choisi le Canada. J'ai quitté mon employeur en bon terme et je suis parti au Canada, en Colombie-Britannique, pendant 3 ans. Ce que je faisais, je m'étais spécialisé dans la taille du pommier. Essayer de faire autre chose, c'est pas la peine. Il faut trouver quelque chose qu'on peut mieux faire que les Mexicains, sinon les Mexicains ils piquent le travail. Et ne parlant très mal anglais, les options plus intellectuelles n'étaient pas pour moi. Donc je me suis spécialisé dans la taille du pommier et j'ai taillé du pommier pendant 10 mois par an sous la neige jusqu'à -10 les petits arbres et -20 les gros arbres. Et au-dessous de -20 je taillais pas. Mais j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était dur, mais le challenge y était, ça me plaisait. Et enfin, ce qui me plaisait, c'était la liberté. La liberté de pouvoir choisir mes employeurs, choisir mon travail, choisir mon futur. Contrairement à mon projet d'installation avec ma famille. Et l'opportunité est faite que je commençais à avoir des idées, des projets. Le problème que j'avais, c'est travailler pour un employeur avec un permis ne me permet pas de changer l'emploi. Sinon, on travaille dans le pays pour un employeur. Sinon, on revient. On revient. Donc, je suis revenu. J'ai fait ça pendant 3 années de suite. Le permis de travail est renouvelable par l'employeur. Et finalement, j'ai trouvé que je ne bougeais plus, j'apprenais plus rien de là où j'étais. Donc j'ai décidé de partir à New York, à côté de New York City. J'avais des contacts, je pensais que là, j'avais d'autres projets, je me dis c'est là-bas qu'il faut faire. Donc j'ai quitté mon emploi au Canada, je suis allé à New York City, à côté de New York, pareil, sponsorisé par l'employeur. Là aussi, il faut prouver qu'on peut faire autre chose que ce que font les Jamaïcains et les Mexicains. Toujours. Mon anglais s'améliorait, c'était bon. Je me sentais beaucoup plus à l'aise. Le problème qu'il y avait, c'est toujours pareil, des permis de travail d'1 an renouvelables, aucun futur, sans immigration. J'avais fait une demande d'immigration au Canada qui avait été refusée parce que j'étais parti. J'avais fait une demande aux US, mais je ne savais pas où ça allait. Et coup de chance, mon employeur que j'avais quitté en BC m'a dit celui qui t'a remplacé est parti, si tu veux revenir. Je lui ai dit je reviens si tu me sponsorises jusqu'à ce que j'émigre. C'est ce qu'il a fait. Je suis revenu là-bas 1 an de plus, un an ou un hiver de plus. Et à partir de là, j'ai réussi à être l'immigrant, c'est-à-dire que j'étais libre au Canada de faire ce que je voulais pour travailler à qui je voulais. Et là aussi, tout a changé, surtout qu'1 mois après, j'ai rencontré ma future femme, une Canadienne. Donc, de partir de là, tout est bien. Et je refais une autre vie, finalement, que j'aurais jamais pensé faire au début. Voilà. Suite à ça, vite fait, pour pas trop prolonger là-dessus, j'ai rencontré ma future femme. J'étais d'abord ouvrier indépendant, je travaillais pour qui je voulais. Ensuite, on a commencé à louer des vergers, car ici, on peut louer des vergers. euh, je suis toujours au Canada. On peut louer des vergers
sans avoir apport d'argent, simplement un pourcentage qu'on donne aux producteurs et on arrive à louer des vergers et on commence à se faire un petit pécule. On a fait ça pendant 2 ans et mon épouse voulait avoir un verger organique. Elle voulait vivre dans un verger organique, donc on a décidé de quitter de là où on était et on a acheté un petit verger organique en très mauvais état, pas cher parce qu'il était en très mauvais état. Et à partir de là, on s'est installé et c'est là où on est. Et depuis 2013, nous prenons maintenant des stagiaires français, grâce à Jean-Marie. Oui, je relis mes notes. Qu'est-ce que je peux résumer de mon expérience? Tout ça, c'est ne jamais claquer la porte à un employeur, ne jamais claquer la porte à un pays, être toujours règle en règle. On ne sait jamais. J'étais au Québec, j'avais passé une saison là-bas et j'avais la possibilité de partir dans l'Ouest, passer l'hiver pour tailler des pommiers, mais c'était illégal. On m'a dit pas de problème, tu peux le faire quand même. Je n'ai pas fait. C'était en 85 et quand je suis revenu, c'était en 94. Jamais j'aurais pensé que je reviendrais au Canada. J'y suis revenu et ils avaient la trace de moi en ayant travaillé des années plus tôt. Aussi, quand on émigre au Canada, ils demandent un criminal record. C'est-à-dire que si on a pas casier judiciaire, si un casier judiciaire, enfin bref, un truc qui criminal record en anglais. Dans tous les endroits où on est resté plus de 6 mois. C'est-à-dire, et il faut que ça, avec les dates, donc il faut aller dans les États ou les localités ou le pays où si on a resté plus de 6 mois, et ils donnent ça. Moi, ils m'ont donné ça pour je suis resté à 3 États différents aux États-Unis. J'ai réussi à avoir ces papiers. Nouvelle-Zélande, ils m'ont donné ça. Hollande, non. France, oui. Et tous ces papiers, c'est valable que 2 ans. Donc, mais ça met du temps. Ça met beaucoup de temps à venir. Mais il le faut. Donc, tout le truc, c'est si on est clair, on n'a pas fait de bêtises, on arrive à chronologie. Oui, on arrive à avoir la chronologie de tout son temps passé avec ce truc de police. Ça fait partie. Donc, claquer une porte, pas être légal dans un endroit en disant, voilà, je reviens pas, on sait jamais. Ça, c'est des choses, c'est des conseils. Essayez de rester le plus réglo possible. L'autre chose, la langue. Parlez la langue du pays, quel que soit l'endroit où vous allez. Tant que vous ne parlerez pas, vous galérerez. Mon expérience est, ne parlant pas la langue, personne ne me comprend, donc personne. On peut essayer de s'exprimer une fois, ils vous font répéter une autre fois. Si au bout de 2 fois, ils n'ont pas compris ce que vous dites, ils vous laissent tomber. Surtout les anglo-saxons, ils ne vont pas s'embêter. Reviens quand tu seras parlé. C'est plus leur problème, c'est ton problème. Et ça, c'est horrible, c'est horrible. Mais donc le plus vous parlez, le mieux ce sera. Sinon, il m'est arrivé de voir et de travailler avec des gens qui étaient beaucoup moins qualifiés pour le job que je pensais que je pourrais faire, mais ne parlant pas. On reste là où on est. C'est des choses. Il y a que les banques qui sont sympas. Vous comprenez rien, mais du moment que vous amenez l'argent et le chèque, ils vous le prennent. Quel est l'avantage de passer par une organisation de stage en tant que stagiaire? Pour moi, ça donne une sécurité. Peut-être de mon temps, Internet n'existait pas, les contacts étaient peut-être plus difficiles. Mais d'abord, ça donne une sécurité, car quand on fait un projet comme ça, l'avion coûte cher, l'engagement qu'on prend est important, de quitter un travail ou quelle que soit la décision qu'on prend, c'est partir plusieurs mois. Faire ça le plus sérieusement possible et le moins risqué possible. De toute manière, quel que soit que vous ferez, une fois sur place, ce sera jamais comme vous l'avez imité. Donc le plus vous savez vous entourer de bons conseils et vous débrouiller tout seul, le jour où vous aurez un problème, ça aide. En tant qu'employeur,
quand je vois des gars qui arrivent comme ça sans, sans permis de travail ou comme ça, ou des choses comme ça, ou des jours, des choses de vacances-travail ou des trucs comme ça, ça donne pas, c'est pas les meilleurs, je t'ai pas dit que c'est pas les meilleurs gars, mais un employeur se méfiera beaucoup plus car un gars comme ça va partir au premier problème. C'est des gars qui sont, le commitment n'est pas aussi important. Bon, s'ils sont illégaux, en principe, ils seront exploités. Ça, c'est pas là. Alors, il y en a qui aiment ça, de se faire mais c'est des galères. Et pour la liberté, je sais pas, il y en a qui font ça, mais c'est pas mon truc. Et surtout, c'est on voyage. On voyage, on prend le virus de voyager, mais un jour ou l'autre. Alors, soit on voyage tout le temps, mais on va loin, mais on va pas bien haut. Ou alors, soit on essaie de construire quelque chose, et à ce moment-là, toutes les années que vous avez voyagé, soit vous les avez emmagasinés et construits, et ça vous amène un potentiel pour un autre projet, même si c'est complètement différent de ce que vous avez fait. Mais le fait de dire à un employeur, quel que soit où il soit, de dire que j'ai passé dans un pays tant de temps avec un permis de travail légal, ça donne beaucoup plus d'assises plutôt qu'un gars qui a dit ouais j'ai voyagé. Alors le gars il dit ouais ben, si tu as voyagé je vais t'embaucher mais tu vas revoyager aussi, donc c'est moins stable. Et, euh, et donc pour moi en tant que stagiaire c'était une bonne je pense c'était une bonne décision pour moi, et en plus au côté social. Quand on est dans un endroit où il y a d'autres stagiaires, bon, c'est sympa, on se retrouve, on fait des choses, pas forcément du même pays, ça peut être de d'autres pays. Quand on est tout seul, eh ben, on se fait avec les gars, avec les gars du coin. Et on apprend à se connaître comme ça. C'est une meilleure façon de se connaître aussi. Se retrouver entre Français dans un autre endroit, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est sympa, mais se retrouver avec d'autres stagiaires de d'autres pays, ça donne de l'intérêt. Mais surtout, ça apprend à se connaître. Et en tant qu'employeur, comme je disais, ça donne une certaine sécurité. Et aussi pour l'employeur, ce que fait Odyssée Agri, non seulement il sélectionne, il voit les gens qui sont motivés avant de partir, mais aussi tous les problèmes de permis de travail. Un employeur ne va pas s'embêter avec des permis de travail. À moins vraiment, il faut vraiment que ça qu'il vous connaisse, ou que vous arrivez bien à le motiver pour qu'il se le fasse. Moi j'ai eu de la chance, il y a des gens qui me l'ont fait, mais pas au début. Ils me l'ont fait parce que j'avais quand même de l'expérience, et aussi parce que j'avais montré que... Oups, ça bouge la caméra. J'avais déjà fait d'autres permis de travail, donc j'étais légal, je pense que ça jouait. Donc, ces organisations de stage, bon, je ne sais pas combien elles prennent. Il y en a qui disent, oh ouais, ça prend trop cher, oh, je veux faire ça. Ça coûte rien du tout par rapport à ce que ça peut vous économiser ou vous sécuriser une fois sur place. 3-4 jours sans travail, ça y est, vous l'avez dépensé, votre membership ou souscription. Donc faut voir plus loin que ça. Oui, oui, en conclusion, partir à l'étranger, c'est apprendre à se connaître. Ça, il n'y a pas de... donc, c'est dans ces moments-là on voit vraiment qui l'on est, ce qu'on peut faire. Euh, Conseil au début, pas voir trop gros, faire des petites choses. Une déception, des fois, c'est dur à s'en remettre. Un échec, c'est dur à s'en remettre. Une petite chose suivie d'une autre petite chose et suivie d'une chose un peu plus grosse, ça se construit. Ça se construit, et même si au début on se dit je pars qu'une fois et puis après j'ai d'autres projets, souvent on attrape le virus, on doit repartir. Si la première expérience est une bonne chose, ça donne du tonus pour autre chose. Une satisfaction bien réussie, ça donne, que ce soit de repartir ou de faire autre chose. Hein. J'ai des anciens stagiaires qui m'ont contacté là ce jour-ci, ils ont d'autres projets, ils ne repartent pas, ils ont d'autres choses. Mais ça ouvre les yeux. Je pense que ça ouvre les yeux sur le monde. Ça permet aussi de voir la France de l'extérieur. On ne la connaît pas, la France, quand on est dedans. Il faut la voir de l'extérieur. Et les Français encore. Alors ça, c'est autre chose. Quand on cherche du travail, une expérience à l'étranger, même en France, ça, c'est toujours un plus sur un CV. Et
Oui, ça permet aussi de comparer les pays et surtout ça donne une ouverture sur le monde où l'on vit, ça donne une ouverture sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout et qu'on accepte tout, mais ça donne une autre ouverture. Et je dirais simplement pour finir, à 20 ans on est comme ça et croyez-moi, on change. On change. Et n'hésitez pas à changer au fur et à mesure que de vos expériences. Ne vous bornez pas à une chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'étais pas trop long. Je vous souhaite bon voyage si vous voulez partir et have fun.